Bonjour Bonjour Télésa. Candice. Bonjour Candice. Aujourd'hui déjà, je vous remercie beaucoup pour votre patience et de m'avoir accordé une deuxième interview sur quelques sujets, dont Païtiti 2016 et d'autres choses. Alors, j'ai Ouais. préparé quelques questions auxquelles j'aimerais que vous répondiez. Bah, avec plaisir. Alors, mon premier sujet, donc, c'est Païtiti 2016. Ouais. J'aimerais que vous approfondiez ce sujet parce que je sais que vous avez été doublé, mais je ne sais pas comment ils ont réussi et qu'est-ce qu'ils ont été faits, qu'est-ce qu'ils ont Bah, fait. en fait, une partie du groupe clandestin dont tu parles faisait partie de mon équipe en 2014 et nous ont trahis. Et ils sont partis avec les informations sur la localisation du site. Et ils ont monté un espèce de groupe amateur, on va dire, et ils ont cherché à atteindre la zone cette année. Alors, ils ont organisé une expédition au mois de juillet en essayant d'atteindre le sanctuaire de Megantoni et la montagne Carrée à pied, et ils se sont fait intercepter par les gardes-parcs du CERNAMP, c'est-à-dire du ministère de l'Environnement. Et ils ont réessayé de monter une expédition à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre. Ils n'ont évidemment pas réussi à atteindre le site et il y a actuellement une action en justice lancée par le ministère de la Culture contre ces personnes. Et voilà, bon, c'est pas les premiers à essayer de nous doubler. Et ce sont sûrement pas les derniers, on va dire. Mais ça vous fait quoi d'être doublé? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes enragé? Est-ce que ça a des conséquences? Et pourquoi, pourquoi ils cherchaient Païtiti? Ça, je me doute bien pour les richesses archéologiques. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils ont décidé de faire ça? Est-ce que vous savez? Bah, ça fait pas plaisir, d'abord. Et comme je te l'expliquais, une partie des membres de ce groupe de clandestins faisait partie de mon groupe. Et donc, ils nous ont trahis il y a 2 ans. Et ils ont essayé de former un autre groupe et ils ont essayé d'atteindre la zone avant nous. Mais encore une fois, la zone est très très difficile d'accès. Elle est pratiquement inaccessible par voie terrestre, pratiquement inaccessible de l'atteindre à pied. Donc ils ont fait chou blanc et je pense qu'ils vont avoir maintenant énormément de problèmes, notamment l'année prochaine, pour retourner dans cette région, puisque, comme je te l'ai indiqué, il y a des actions en justice lancées contre eux par le ministère de la Culture, mais aussi par le ministère de l'Environnement. Et donc, du coup, ils y sont allés, mais vous êtes partis, vous, ou pas? Non, nous, on n'est pas partis parce que on a toujours travaillé de manière légale. Et, les premières expéditions que j'ai organisées datent de 1998, donc tu vois, ça fait un petit moment. Et on a toujours travaillé dans le cadre de projets présentés aux autorités péruviennes, approuvés par elles, et dans le cadre d'autorisations données par le ministère de l'Environnement et le ministère de la Culture. Et justement, on est en train actuellement de gérer cette question des permis. Alors apparemment, on a à peu près réglé la question du permis au ministère de la Culture, mais le ministère de la Culture nous a fait comprendre, nous a expliqué qu'il ne peut pas nous donner ce permis tant que nous n'avons pas le feu vert du ministère de l'Environnement pour rentrer dans le sanctuaire de Megantoni. Donc tout ça, on est en train
de le gérer. Et ça fait 2 ans que nous essayons, que nous nous battons pour obtenir le feu vert des autorités. Donc non, on n'est pas parti cette année puisque on n'a pas encore le permis du ministère de l'Environnement. Donc, si j'ai bien compris sur vos vidéos que j'ai regardées avec ma maman, Oui. vous reportez cette expédition à l'année prochaine. À l'année prochaine, sachant que on est en pleine négociation avec le ministère de l'Environnement et que nous sommes également en pleine saison des pluies actuellement et que ces zones sont inaccessibles. Donc, il faut attendre maintenant jusqu'à fin avril, puisque de toute façon, on ne peut pas atteindre les zones, ces zones-là, en raison des pluies. Mais du coup, j'imagine que c'est frustrant de ne pas pouvoir y aller en sachant qu'il y en a des qui y vont, qui ont essayé d'y aller. Tout à fait, c'est très frustrant. Ça nous fait un peu rager parce que on se bat, nous, depuis 1 an et demi pour l'obtention des permis. Tu as des groupes clandestins qui ne se préoccupent pas de la légalité de ce qu'ils font, qui ne sont intéressés peut-être que par l'or qui serait caché peut-être à Païtuti, qui vont dans ces zones et qui n'ont pas de problème. Ils y vont, ils reviennent, et voilà, oui, donc moi, ça me fait rager personnellement. Ça, je peux le comprendre. Parce que moi aussi, Voilà. il y a des fois, dans les courses, par exemple à l'école, on fait des courses. Ouais. Donc là, si je prends ce que vous dites et je fais un exemple, on fait des courses et en gros, on est doublé par en général, moi, je suis souvent doublée par des personnes qui trichent. Donc en gros, là, vous êtes en train d'expliquer ça, mais sous forme plus professionnelle. Voilà, alors j'espère que je crois beaucoup aux impôts et à tout ça, et donc j'espère qu'au final, ces personnes-là n'arriveront pas les premières sur le site. Nous sommes une équipe scientifique avec des archéologues professionnels et le but, c'est de remettre Païtiti entre les mains de la science et du patrimoine national et du patrimoine mondial de l'humanité. Et donc, j'espère que nous pourrons réaliser cette opération dès le mois de mai 2017 et que l'on pourra remettre Païtiti entre les mains des autorités et du patrimoine péruvien dès l'année prochaine. Et est-ce que vous pouvez nous parler Est-ce que dans votre équipe, il y a des professionnels, est-ce qui ont déjà expérimenté ça? On travaille avec des archéologues qui nous suivent depuis déjà plusieurs années. Donc, ce sont des opérations qu'ils connaissent. Le but de l'opération Païtiti, c'est d'arriver sur le site en hélicoptère et de se faire déposer directement sur la zone. On a un partenariat, par exemple, avec la société californienne OpenREV pour l'exploration sous-marine des lacs, qui est là près de la montagne Carrée. On a un partenariat avec la société française Airborne Concept qui va venir avec Charlie, un pilote de drone. Et pour eux, je pense que ce sera la première fois le fait d'expérimenter leurs appareils en pleine forêt amazonienne. Et je pense que ce sera très intéressant justement pour pouvoir essayer leur matériel de haute technologie dans des conditions un peu difficiles. Les conditions difficiles, est-ce que ça pourrait être quoi? Du manque de nourriture? Est-ce que ça pourrait être l'hélico en panne? Ou ça pourrait être, est-ce que ça pourrait être des choses de ce genre-là? Les conditions difficiles, c'est d'abord d'atteindre le site qui est situé en pleine forêt amazonienne. Et donc, il faut se faire déposer par un treuil et un filin, un harnais. Et ce sont des opérations toujours un peu délicates. Donc, l'accès au site sera déjà un petit peu compliqué.
Et puis ensuite, sur le terrain, ben, on est dans une forêt fermée, une forêt assez difficile d'accès. Donc, il faudra ouvrir la forêt jusqu'à atteindre le site archéologique qui, j'espère, se trouve au sommet de cette fameuse montagne carrée. Donc, ce sera un petit peu difficile, un peu compliqué, mais bon, on est habitué à ce genre d'opération. Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas des gens dans votre équipe qui pourraient utiliser vos savoirs et partir, je ne sais pas trop comment expliquer ça parce que c'est un peu gênant, Nous mais doubler et nous voilà, doubler. être Ben, doublé. euh, si tu veux, dans le groupe actuel, non. On est un groupe très soudé, on se connaît très bien. Mais par exemple, c'est arrivé avec ce groupe dont on parlait il y a quelques minutes, puisque, comme je te l'expliquais, un, un certain nombre de membres de ce groupe clandestin faisaient partie de mon équipe. Et ils nous ont trahis et ils ont essayé, sur la base des informations qu'ils nous ont dérobées, ils ont essayé d'atteindre le site avant nous. Et alors, j'espère quand même que ça ne va pas nous arriver tous les ans comme ça, qu'on va se faire trahir par des gens de mon équipe tous les ans. Mais bon, maintenant, je ne pense pas. Je pense qu'on est une équipe, on se connaît bien. Ce sont des gens compétents, professionnels et puis très sains. Et donc, je ne pense pas qu'on va se faire doubler de nouveau. Et, J'espère. du coup, je trouve que pour vous, ça va être rassurant de savoir ça. Ouais, mais tant qu'on n'est pas arrivé sur le site, il peut tout arriver. Voilà, j'espère qu'on aura l'honneur d'arriver les premiers sur cette montagne carrée. Et j'espère que le site nous attend. Peut-être qu'il n'y a rien d'ailleurs, hein. On va savoir, on doit confirmer ou non la présence d'un site archéologique important. Mais tant qu'on n'est pas dessus, on ne peut pas affirmer qu'il est là à 100%. Je crois que j'ai posé toutes mes questions sur Païtiti, du coup, 2016. 2017, Voilà, maintenant, du coup, c'est 2017. voilà. Alors, je t'en parlerai volontiers, mais je ne pourrais pas te dire beaucoup de choses dessus, puisque c'est une histoire que l'on tient à garder secret. C'est une histoire tellement incroyable qu'on ne peut pas tout dire. On a commencé à en parler un tout petit peu il y a 2 semaines, à montrer deux, deux restes de reliques, on va dire, et ça a fait Brouhaha. toute une polémique sur Internet, tout un brouhaha, comme tu dis. Donc, je pourrais juste te dire des choses un peu générales. Effectivement, c'est un groupe de personnes qui a découvert un site archéologique extraordinaire sur la côte désertique du Pérou au début de cette année 2016, en janvier. Ils m'ont apporté des objets pour avoir mon opinion. L'Institut Incarie Cusco a une bonne réputation et régulièrement on est sollicité par des personnes quand ils pensent avoir découvert des sites archéologiques dans leur chakra, dans leur plantation ou des objets, et ils viennent nous solliciter donc pour avoir un avis scientifique. Et généralement, d'ailleurs, on les conseille d'aller déclarer ces sites archéologiques découverts par eux au ministère de la Culture, puisqu'il s'agit de patrimoine culturel qui appartiennent à l'État péruvien. Et c'est le cas du site dont tu nous parles. Et donc, on m'a apporté ces objets et je dois dire qu'on a été très surpris en voyant ce qu'ils avaient découvert. Et alors, il y a eu quelques polémiques sur la vidéo que l'on a diffusée il y a quelques jours, où l'on manipule sans grande précaution des restes organiques. Et c'est vrai que la plupart de ces commentaires avaient raison, mais en fait, quand on a regardé ces objets, on pensait qu'il s'agissait peut-être d'animaux trouvés dans le désert. On ne pensait pas qu'il s'agissait
de reliques anciennes. Et bon, on a fait plusieurs analyses depuis avec toutes les précautions scientifiques, médicales, académiques requises. Et effectivement, les restes qu'ils ont découverts ne semblent pas appartenir en tout cas à l'espèce humaine. Est-ce que ce sont des animaux? Est-ce que ce sont, j'en ai là, tiens, justement, j'en parlais avec, est-ce qu'il s'agit d'être venu D'une autre planète. d'une autre planète, comme tu dis? Voilà, ça, on ne le sait pas. Ça y ressemble, il faut bien l'avouer. Il n'y a que des analyses ADN qui pourront éventuellement le déterminer. Alors, ces analyses ADN, elles vont être lancées la semaine prochaine et notamment en France, dans un grand laboratoire parisien. Et on devrait avoir des résultats d'ici 3 semaines à 4 semaines. Et si je peux me permettre de commenter un petit peu la vidéo que j'ai regardée. Oui, sur Facebook, on l'a diffusée, mais on la trouve maintenant un petit peu partout sur YouTube. Eh bien, moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à un être humain, mais en plus petit, en fait, qui pourrait être un de nos, je pense, ancêtres, parce que la préhistoire, les hommes, ils étaient quand même un petit peu plus petits que nous à la normale. Ils avaient effectivement le crâne tiré en arrière comme votre photo. Ils avaient ils ressemblaient beaucoup à nous, sauf que sur la vidéo que j'ai regardée, ils étaient plats. Mais pourquoi ils étaient plats? Alors, il y a cette semaine, la semaine qui vient de s'écouler, il y a plusieurs archéologues péruviens et espagnols qui sont venus ici à Cusco, spécialistes des sites et matériels funéraires. Ils sont donc venus examiner ces objets. Plusieurs médecins aussi de l'hôpital régional de Cusco se sont penchés dessus et ils ont remarqué que ces corps n'avaient pas des caractéristiques très humaines, justement. Ils ont, par exemple, remarqué la formation des yeux qui ont des paupières qui se ferment un peu à mi-hauteur et qui ressemblent plutôt à des espèces comme les amphibiens ou les reptiles, par exemple. Et le reste du corps rappelle un peu des caractéristiques de mammifères. Ce sont des corps qui n'ont pas de nombril, par exemple. Une formation crânienne très rare. Les hommes préhistoriques n'avaient pas une déformation crânienne de ce type. On l'a un peu sur la côte péruvienne, chez les Nazca ou les Paracas, mais c'était des déformations artificielles, justement. La conformation, par exemple, de la cage thoracique du petit corps est totalement étrangère à l'espèce humaine, puisque ce petit corps a 3 paires de côtes verticales. Il a également il a trois vertèbres sur sa colonne vertébrale, quand les humains en ont 33. Et surtout, il a aussi des membres supérieurs avec des mains de 3 doigts et des pieds qui également n'ont que 3 doigts. Donc, des choses que l'on peut difficilement rattacher à une espèce connue, qu'elle soit humaine ou même animale. Il y a très peu de mammifères qui ne possèdent que 3 doigts. Même les éléphants, les chevaux, etc., ont les restes de mains, de pattes avec 5 doigts. Donc, c'est très curieux, c'est très troublant. Et je comprends le scepticisme des internautes. Moi-même, je ne pense pas que j'aurais cru à cette histoire si je l'avais vue comme ça au travers d'un écran sur YouTube ou même à la télévision. C'est vraiment il faut avoir dans les mains, il faut le voir soi-même directement pour y croire. Je dois avouer que je crois totalement en l'histoire de ceux qui ont fait cette découverte. Ils veulent rester, anonymes pour le moment.
Alors, on a eu la chance que la semaine dernière qu'une chaîne de télévision française, une équipe de télévision française était à Cusco et ils m'ont contacté notamment pour cette histoire. Et ils sont en train de faire des recherches avec moi sur cette histoire pour savoir le vrai du faux. Et donc, dans quelques semaines ou dans quelques mois, on devrait en savoir davantage. Vous avez dit dans votre vidéo que ça pour, enfin quelqu'un ou je sais plus si c'est vous qui avait dit que ça ressemblait à un petit gris. Est-ce que vous pouvez me décrire à quoi c'est un petit gris? Ben, ce sont, vous savez, ces petits humanoïdes un peu extraterrestres que l'on voit dans les films de Spielberg, dans E.T. par exemple. Ces ces petits corps, ces petits hommes de 80 cm à 1,20 m, avec une tête très proéminente, avec de grands yeux noirs, avec une bouche à peine visible, des narines également à peine visible, sans oreilles, sans cheveux, sans poils sur le corps, etc. Et les corps qui ont été découverts, il y a une vingtaine de corps, ressemblent étonnamment à ce que le cinéma hollywoodien ou même les documentaires que l'on voit sur le sujet nous montrent. Donc voilà, ça ressemble un peu à ce stéréotype du petit homme vert, entre guillemets, parce que eux sont gris, justement. Si ils ont découvert une vingtaine de corps, c'est-à-dire que ça avait sûrement été un cimetière à l'époque, donc peut-être que c'est une hypothèse. Il y en aurait peut-être d'autres, je ne sais pas, qui vivraient encore aux alentours si c'était un cimetière. C'est une bonne déduction. En fait, ils ont trouvé 2 sarcophages avec des corps et des objets, beaucoup d'autres choses. Et ça ne ressemble pas exactement à un site funéraire, mais plutôt à un endroit où on aurait peut-être déposé un legs avec des objets curieux et d'autres choses encore plus incroyables, peut-être destinées à une civilisation du futur, peut-être la nôtre, destinée à être étudiée. C'est incroyable, c'est quelque chose, encore une fois, absolument incroyable. Et depuis 3 semaines ici à Cusco, on a l'impression de vivre un peu un film de science-fiction. En parlant de ça, je fais un clin d'œil à Eric, le filmeur d'OVNI que j'ai interviewé. Eh bien, si c'est des sarcophages, ça daterait de quand? Et puis, parce que les sarcophages, en général, moi, on en entend parler à l'école comme l'époque égyptienne. Et, et puis, les objets, vous avez parlé d'objets, ça pourrait ressembler à quoi d'après vous? Alors, les sarcophages, bah, il y a des sarcophages à toutes les époques, hein, depuis l'Égypte antique jusqu'à l'époque romaine, l'âge médiéval en Europe. Et donc, de savoir de quand il daterait, c'est un peu compliqué à dire. Il faut faire des datations et ça fait partie de l'ensemble des analyses que l'on va être lancées à partir de la semaine prochaine et qu'on va également lancer ici au Pérou, puisqu'on a de très bons laboratoires dans le nord du pays. Et une partie des membres de l'Institut Incari à Cusco travaillent justement sur des sites importants dans le nord. Et donc, on va essayer d'utiliser les laboratoires péruviens, certains laboratoires péruviens, pour faire certaines datations et analyses ADN. Quant aux objets, on ne tient pas trop à en parler pour le moment du moins, par sécurité, on va dire. Je comprends, je comprends. Voilà, merci. Eh bien, je vous remercie, je te remercie beaucoup pour cette interview que j'ai trouvée vraiment passionnante. Merci beaucoup. Donc, je reprends ma phrase de tout à l'heure. Merci pour cette super interview. Et puis, je pense que tout le monde, en fait, tout le monde est attend avec impatience une vidéo. Et quand ils vont
regarder cette vidéo. Ils vont, je pense, adorer cette interview. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci pour votre patience. Merci à toi, Candice. C'était très agréable de pouvoir converser avec toi comme ça de nouveau. Et à Cusco, on reste à ta disposition pour te donner des nouvelles de la campagne Paititi et le reste. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.